Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette review du manga le plus anatomique de tous les temps, j'ai nommé The Jojo Lands. Désolé pour la voix, la soirée d'Anniv est encore un peu récente. Avant de commencer, je tiens à vous remercier sincèrement pour l'accueil absolument exceptionnel que vous avez réservé à ma vidéo sur Persona. Jamais je ne me serais attendu à une telle réception, vraiment. J'ai rarement eu des retours aussi élogieux, ça me rend très fier de ce que j'ai fait, alors du fond du cœur, merci. Une autre vidéo que vous attendez depuis longtemps, plus chill cette fois-ci, devrait arriver d'ici la prochaine review. Bref, rien à signaler pour l'Ultra Jump ce mois-ci, fort logiquement après l'actu brûlante du mois dernier. Le chapitre se nomme Big Mouth Strikes Again, un nom propre donc, ce qui ne laisse supposer qu'une seule chose, un nouveau stand. Gros coup de cœur pour la cover de ce mois-ci. Détournant un billet de 100 $ façon Jojo, notre cher Jodio remplaçant ce bon vieux Benjamin Franklin. Si, vous savez là, le gars qui écrit les lyrics des musiques de Persona là. Voilà, la rêve sombre pour faire la petite transition depuis la dernière vidéo, c'est fait. Orvan, oui l'idée est absolument géniale. C'est stylé, drôle, et terriblement à propos pour cette partie, et surtout pour les derniers chapitres, avec ses fameuses réflexions sur le concept de flux monétaire. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, et revenons sur ce chapitre, spoiler, tout bonnement fantastique. Ouais, j'ai absolument adoré ce chapitre. C'était fou sur tous les points, et ça fait longtemps que j'avais pas ressenti un tel plaisir de lecture pendant une phase de combat de The Jojo Land. Qu'on se comprenne bien, hein, on a eu des moments bien plus forts que ce chapitre-là, notamment dans le récent chapitre 13, mais en termes de combat pur, de mise en scène et d'idées au cours de ces derniers, je pense qu'on tient là mon chapitre préféré, aux côtés de celui du final contre les chats. Il est donc temps d'expliquer pourquoi. C'est un chapitre compliqué à analyser chronologiquement sans m'éparpiller. Il y a en effet plein d'axes d'analyse et de réflexion ultra intéressants, mais qui s'entremêlent dans le déroulé du chapitre, qui en fait d'ailleurs une de ses forces. Tout s'enchaîne terriblement bien, toutes les infos et les développements sont parfaitement distillés et placés au bon moment, pour qu'il en résulte un des chapitres les plus stimulants et palpitants du manga. Bref, on va donc y aller point par point, et surtout un peu en freestyle, mais je sais que vous aimez ça. Commençons par revenir sur l'origine de cette attaque, la plus grosse zone d'ombre du précédent chapitre. Et pour ce faire, on va devoir parler un peu de ce bon vieux Usagi. La grande question le mois dernier, amenée par Charming Man, c'était la suivante. Est-ce que la crise d'Usagi est due à une maladie chronique, découlant d'une addiction à la drogue mêlée d'une intoxication alimentaire, ou est-ce tout simplement une attaque de stand? J'ai toujours été en faveur de la deuxième option, mais ce doute que faisait planer Araki était plutôt génial. Et ce chapitre a mené cette question à une résolution tout aussi géniale, remplie de développements hyper intéressants. En effet, Araki va faire durer le doute, avec un Charming Man qui n'en démord pas. Il est convaincu que c'est un junkie, qui fait un œdème à cause de la drogue. Je ne sais pas d'où il tient cette image d'Usagi, si ce n'est de ses actions un peu goofy qui lui ont pas donné une super image jusque-là. Et surtout, Charming Man a encore du mal à faire confiance au groupe. Comme il le dit si bien, ça ne fait que 3 jours qu'il a été formé. En plus, lui vient de le rejoindre. Alors, il ne lui paraît pas du tout inconcevable d'abandonner Usagi s'il s'avère être un poids. Tout ça, mêlé à ce qui a l'air d'être une véritable haine envers les junkies, sûrement une piste de développement intéressante pour le personnage d'ailleurs, qui mènera peut-être à quelque chose quand on en apprendra la raison, la réflexion de Charming Man peut totalement faire sens. Il m'a beaucoup fait penser à Abakio, et même Fugo de manière un peu moindre, dans sa manière d'avoir du mal à faire confiance à des personnes qu'il vient de rencontrer. Mais tel Giorno donc, même si d'une manière un peu différente, Usagi va prouver sa valeur pour gagner le respect de Charming Man. En effet, suite à une géniale utilisation de stand, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, il va se rendre compte qu'un stand est dans son corps. Il dira qu'un œdème pulmonaire n'est pas une maladie, mais résulte d'une affection subie au cœur. En l'occurrence, il a été attaqué près du cœur par ce stand. Qui plus est, et ça c'est ultra intéressant, Usagi dira qu'il ne se drogue pas. Il dira qu'il a essayé 2 ou 3 fois, mais pas plus, et qui plus est, pas maintenant. 2 ou 3 fois, c'est absolument pas une stat aberrante, pour quelqu'un qui traîne un peu dans le milieu underground de Hawaï. Ainsi, ce que j'en tire, c'est que dans le chapitre 1, c'était pas un simple junkie qui voulait choper de la drogue à Jodio. Il n'en consomme pas régulièrement, alors il n'avait aucun intérêt à faire ça, si ce n'est un espèce de numéro, un plan prévu par Meryl ou par lui-même. Un plan pour se rapprocher du groupe, pour apprendre à mieux les connaître avant le départ. Ainsi, dès le début, Araki nous a berné avec Usagi. C'est un gars ultra intelligent, on l'a vu à de nombreuses reprises, encore une fois ici avec sa façon virtuose d'utiliser son stand et ses connaissances médicales, et certainement pas un junkie. Et ça, nous, lecteurs, on le sait. On le sait car la caractérisation du personnage d'Usagi est absolument virtuose, et ce, depuis le début du manga.
On a fini par comprendre que c'était un faux débile, et ce de manière graduelle au cours de la partie. Alors, quand on le verra seul en train de suffoquer, en train d'essayer de convaincre tout le monde alors que personne n'a envie de l'écouter, sauf Jojo qui heureusement cherche à capter, on aura de la peine pour lui. On le croira, définitivement, et on aura honte d'avoir douté de lui le mois dernier. Ainsi on ne pourra que comprendre et s'attacher à Charming Man, qui a un rôle absolument incroyable dans ce chapitre. Puisqu'après le reveal que la dame du registre a elle aussi été touchée, Charming Man va changer d'avis, et témoigner son respect à Usagi de manière aussi narquoise que terriblement honnête. Comme nous, lecteurs, il a douté d'Usagi. Comme nous, lecteurs, il regrettera ce doute, en voyant l'honnêteté sans borne d'Usagi et la vérité qui en découle. Et comme nous, lecteurs, il finira par lui témoigner son respect. Je ne sais pas si Araki a écrit Charming Man avec ça exactement en tête, mais en tout cas ça transpire dans ce chapitre. Je trouve cette relation et ce développement entre ces deux personnages juste fou. Une relation qui rappelle évidemment celle de Giorno et Abbacchio, comme dit précédemment, avec un ton très différent, plus drôle et léger en quelque sorte, mais tout aussi plaisant. Et je suis si heureux de voir la dynamique de groupe évoluer en ce sens. C'est la première fois qu'il y a un tel développement entre deux membres. Que cette espèce de tension et de confiance toute relative mène à quelque chose dans The Jojo Lands. Et c'était toute la base de Golden Wind. Un voyage court et intense, des personnes qui doivent apprendre à se faire confiance en très peu de temps pour arriver à survivre, c'est ça qui mène aux plus belles relations dans Jojo's Bizarre Adventure. Bref, j'aime trop ça. Et je pense que ça se ressent bien. Charming Man a absolument brillé dans ce chapitre. Je suis désormais entièrement convaincu par ce personnage, dont ce caractère très cartésien et dubitatif manquait un peu à la dynamique de groupe. S'il a autant brillé, c'est aussi grâce aux merveilleux combats et les exceptionnelles utilisations de stands qui en découlent, dépeintes dans ce chapitre. Revenons donc là-dessus. Déjà le coup de la paille, pour respirer ailleurs avec un trou de cutter, c'est dingue. Aussi violent que terriblement intelligent. J'adore quand les personnages prennent de tels risques, en n'hésitant pas à se charcuter le corps pour s'en sortir. C'est d'ailleurs la première fois, si je dis pas de bêtises, que The Matte Kudasai est utilisé pour créer un objet de toute pièce, sans modèle, et non pas une copie. Ce n'est pour autant pas une surprise, étant donné qu'Usagi avait proposé de créer un détecteur de métal pour retrouver Charming Man dans le chapitre 11. La petite paille va donc rentrer dans le corps d'Usagi, avec le petit symbole des jambes en l'air, pour qu'on la reconnaisse et qu'on capte que c'est une création de The Matte Kudasai. Bien vu, et on va donc découvrir le stand de l'ennemi. Tout petit, tout mignon, à l'intérieur d'un corps, le parallèle avec Lovers est évident, mais le tout est tout de même tourné très différemment. Le design du stand est bien cool. À titre personnel, je trouve qu'on manque un peu de vrais stands humanoïdes stylés dans ce Jojo Lands. Il y en a pour ainsi dire aucun, car j'ai du mal à compter November Rain là-dedans. Mais bon, ça va arriver, j'y crois, et ce stand miniature est parfaitement à propos pour ce combat génial. La palme de la meilleure utilisation de stand du chapitre, et presque même de la partie, sans déconner, faut que je prenne un peu de recul mais c'était carrément dingue, va cependant revenir à Charming Man. Charming Man qui va donc au passage révéler le nom de son stand, et ainsi expliquer le titre du chapitre, Big Mouth Strikes Again. Une autre référence au groupe The Smiths, en plus de son nom propre, qui vient donc définitivement prouver que sa peau est bel et bien un stand, et que c'est pas dû à un statut d'homme rocher pour les trois complotisto-négationnistes du fond, qui restaient dans leur déni de la déception de la fin de Jojo Lion. On ne sait toujours pas, ceci dit, si Charming Man est son vrai nom ou juste une vanne. Mais dans tous les cas, c'est rigolo, alors je vais m'en tenir à ça. Le nom de son stand me plaît, ça sonne très bien, et la musique référencée est géniale. La peau sablonneuse de Charming Man est donc son stand, et il peut en disposer comme il le veut pour en faire plein de trucs. Tout part de l'idée de disperser son corps en grains de sable, dont il peut d'ailleurs manifestement changer la couleur, mais jamais la texture. Partant de ça, son éventail de possibilités est infini. Changer d'apparence, se fondre dans le décor, séparer des parties de son corps, un stand au postulat simple, mais redoutable, et dont il est possible de tirer une infinité d'utilisations aussi géniales qu'inventives. J'ai cependant un truc qui me turlupine un peu, depuis qu'on sait comment marche ce pouvoir. Lors du combat contre Jodio sous l'eau, qu'est-ce qui l'empêchait de, genre, diviser son corps pour se libérer de l'emprise de Jodio, et ne pas se noyer? En se séparant de son bras, par exemple? Soit il y a juste pas pensé, mais ça me paraît étrange, soit il ne voulait plus se battre, ce qui serait cohérent avec sa manière d'agir. Mais du coup, j'avoue que je suis un peu plus chafouin avec la manière dont se terminait le chapitre 11. Cette absence de dénouement dans ce combat aquatique est maintenant bien plus frustrante. Donc ouais, Big Mouth Strikes Again est un de ces stands ultra intéressants, mais aux limites pas énoncés clairement, qui rendent la chose un peu confuse.
S'il y en a parmi vous qui ont des pistes de réflexion en commentaire, j'en serais ravi. Enfin, toujours est-il que cette idée d'enlever son œil de son orbite, pour aller voir ce qu'il se passe dans le corps d'Usagi, est, en plus d'être parfaitement compréhensible par rapport au pouvoir du stand pour le coup, absolument exceptionnel. C'est intelligent, ultra classe, sérieux la double planche, et amène une bonne dose de body horror bien crade, et absolument impressionnant. Ouais, les séquences de combat au sein du corps d'Usagi sont impressionnantes. Ce niveau de détail dans la dépiction de l'anatomie interne, même si je sais pas si c'est totalement accurate, les médecins de la chaîne pourront m'aiguiller, c'est dingue. Et il s'en dégage vraiment une espèce d'harmonie visuelle malsaine, une sorte d'attraction-répulsion qui marche du feu de Dieu. On a quand même affaire à une course-poursuite entre un mini-stand qui tranche des artères et un œil au sein d'un corps humain. Et cette course-poursuite est diablement dynamique, avec des planches vraiment saisissantes, surtout mises en relation avec ce qu'il se passe au dehors. Une parfaite transition pour parler du dernier aspect marquant de ce chapitre, l'exceptionnelle gestion de la tension et de l'intensité. Et ça va rejoindre ce avec quoi j'ai introduit la vidéo, avec ce fameux flou quant au déclenchement du stand. Au début, on sait toujours pas si c'est Usagi qui fait une crise donc, ou si c'est une attaque ennemie. On va d'abord capter que c'est une attaque, avec la vision du stand dans le corps d'Usagi. Ça, ok. Mais comment diable est-ce que ça s'est déclenché? Alors que personne ne croit Usagi et qu'il panique, Jojo se pose pour tenter de réfléchir. Ce serait déclenché au bureau du registre? Pas possible, ils n'ont rien touché, et l'employé utilisait des gants. Et là, bam, une ambulance arrive à toute vitesse, personne ne l'a appelée, alors on flippe. Et en état de paranoïa totale, par absence de réponse, on se demande si c'est l'ennemi. Mais non, elle les dépasse. Elle s'arrête alors, et on voit la dame du registre dans une civière, elle aussi touchée par la maladie. Tandis que nous, on est touchés par un état de surprise. Et alors que Charming Man comprend qu'Usagi ne ment pas, on comprend qu'il s'est définitivement passé quelque chose au registre. Mais alors quoi? Suite à ça, alors que l'œil de Charming Man entre en contact avec le stand ennemi, son orbite commence aussi à être infectée. Superbe idée visuelle et conceptuelle au passage, alors on capte que c'est au toucher du stand que la maladie se déclenche. Tel le chaînon manquant de ceux qui se trouvaient dans la pièce du Did, Dragona finit lui aussi par être touché, et bien violemment, au point de tomber inconscient. Et toute cette tension va se terminer avec une discussion random entre des civils qui discutent suite à la scène qu'ils viennent de voir avec l'employé du registre, disant qu'elle est la fille d'un député qui poursuit Howler en raison de fraude. Wow, non mais putain, Araki, ça fait longtemps que Jojo avait pas été aussi haletant. La mise en scène, le rythme, le découpage rapide, avec en surplus le fait que tout ça se passe dans une voiture qui roule vite, purée. On a été habitué à des ascenseurs émotionnels ces derniers temps dans Jojo Lands, surtout dans le dernier chapitre, où toute tension était à chaque fois désamorcée, et où tout avait l'air de bien se passer. Ici, l'ascenseur, il n'a fait que monter, et ce très vite, et sans s'arrêter. Chaque nouvelle personne touchée par ce cancer instaure une violente montée en enjeu et en intensité, jusqu'à atteindre le point d'orgue, où il est révélé que, comme par hasard, la fille est liée de plus ou moins loin à un conflit contre Howler. Non mais sérieux, que c'est virtuose! Ça va être compliqué de théoriser 40 ans là-dessus, sur comment le stand s'est déclenché exactement et ce qu'il foutait là. Je pense que vous le voyez, ce que j'aime de plus en plus faire dans mes reviews, c'est parler mise en scène et écriture, plutôt que de partir dans de longues théories. Parce que c'est véritablement brillant à chaque fois, et d'une manière toujours différente qui plus est. Mais force est de constater que, purée, tout ça est incroyablement hypant, et fait un peu rêver pour la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'un dispositif de sécurité était installé à propos de ces Did, et ce, sans aucun doute, par un membre de Howler. Que ce membre soit un des gardes, un manieur se trouvant plus loin, que ce soit quelqu'un qui garde toujours le Did en toutes circonstances, ou quelqu'un qui s'est déplacé spécifiquement aujourd'hui car il est au courant de quelque chose par rapport à Merin Meiki, et que, d'une pierre deux coups, il puisse éliminer une autre gêneuse envers Howler, en l'occurrence la dame du registre, que ce stand soit si petit qu'il ait simplement touché le corps de nos trois victimes alors qu'il consultait les Did, ou alors qu'il se soit déclenché d'une toute autre façon inconnue, au toucher d'un objet autre que les Did par exemple, ou un truc inattendu dont seul Araki a le secret, dans tous les cas, c'est confirmé, Howler ne sont pas nets, et à ce stade de l'intrigue, sont bel et bien les antagonistes principaux qu'on croyait qu'ils étaient. J'ai l'impression qu'on se dirige vers un conflit entre une grosse corporation aux activités illicites d'un côté, le gouvernement qui veut arrêter ça de l'autre, avec au milieu de tout ce bordel, notre groupe de héros et Meryl, qui cherchent à ruiner la grosse corporation, mais attention, il ne faudrait tout de même pas qu'ils attirent l'attention du gouvernement, car eux aussi sont loin d'être tout blancs. 3 camps antagonistes, desquels il peut découler des conflits multiples absolument passionnants. Mon cerveau imagine déjà les trucs les plus fous. Corruption, fliquette du début, complot, alliance, trahison.
Purée, le boulevard de trucs incroyables qu'il peut se passer. En plus de pouvoir raconter plein de choses, notamment à propos des lois et de la corruption de Hawaï, un peu à la Infinite Wealth. Cette entrée dans l'équation d'un troisième camp, avec le gouvernement, était de mon côté carrément inattendue, mais quelle bonne idée! Un triptyque qui une fois de plus rappelle un peu Golden Wind, avec la Passionnée, la Squadra et Diavolo, avec toutes les alliances et autres trahisons qui en découlent. Mais cette fois-ci en abordant un peu la chose du côté légal, et c'est ultra intéressant. Putain, je boue de hype! Enfin, pour l'instant, je pense qu'on a fait le tour de ce chapitre. Un chapitre absolument exceptionnel donc. Et j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais que voulez-vous, Araki est à son prime depuis 35 ans, un de mes préférés de The JoJo Lands. Une dynamique de groupe passionnante, des dessins absolument merveilleux, une fin qui amène des éléments propices à une hype incontrôlable, mais surtout, je suis absolument épaté par les utilisations de stands et la gestion de l'intensité de ce chapitre. C'était absolument virtuose. Je pense que maintenant, vous comprenez pourquoi je dis que c'était mon chapitre de combat préféré de la partie. Que c'est bien narré, que c'est inventif bordel de merde. Merci Araki de continuer à être le putain de boss. T'as toute ma force pour ta cuisine du mois qui arrive. Putain que j'aime cette partie, c'est trop bien, sérieux. Et à chaque fois c'est trop bien pour des raisons différentes. Non vraiment, je suis heureux d'être fan de JoJo en 2024. Et bien voilà, cette review est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, gros kiff à faire, c'était un petit chapitre tranquille, mais pour autant ultra intéressant, et j'adore quand je peux axer mon analyse sur la mise en scène et tout, parce que vraiment, il y avait de quoi faire dans ce chapitre, c'était frais et trop bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vos petites théories, tout ça. J'adore vous lire, vous le savez, à me dire ce que vous avez également pensé de la vidéo en commentaire. Si vous l'avez kiffé, à la liker évidemment, à la partager, c'est important. Merci à tous ceux qui le feront. Merci aussi à tous les donateurs qui ont été plutôt nombreux ce mois-ci. Pas mal de gens qui ont pris l'abonnement pour voir la vidéo personne en avance et je vous remercie grandement, ça me fait super plaisir, ou même juste pour me soutenir quoi, donc vraiment merci beaucoup. Et on se retrouvera donc début juin je pense pour la vidéo que j'ai teasée en début de review qui sera autre que la vidéo Mangatech 2024, voilà, ceux qui sont restés jusqu'au bout auront la petite info, voilà, ça va régaler, ça fait longtemps que vous l'attendez. Enfin, une nouvelle vidéo Mangatech, bref, en attendant je vous souhaite de passer une superbe journée, une super soirée, ce que vous voulez, et n'oubliez pas que The JoJo Lands, c'est quand même vachement bien.